Madame la Présidente, chère Valérie, merci de nous avoir rejoints ici à Vincennes. Alors, on voudrait parler ensemble d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à l'UDI. Évidemment, c'est l'Europe. Et Louis Giscard d'Estaing, qui est à mes côtés, nous souhaitons aborder un certain nombre de sujets relatifs à ce thème qui nous est très cher. À l'UDI, nous sommes persuadés de la nécessité de l'Europe. Cette garantie, on l'oublie souvent, mais cette garantie à la paix, cette condition aussi à notre progrès social et à notre progrès économique. L'Europe, nous le savons, s'est très souvent construite et elle s'est souvent inventée aussi au creux de certaines grandes crises pour grandir davantage. Mais là, précisément, et on l'a bien vu lors de cette crise sanitaire, nous n'avons pas le sentiment qu'elle prenne à bras-le-corps les défis de demain et qu'elle se mette en ordre de marche pour y répondre. Et pourtant, l'Europe est probablement la seule possibilité pour nous permettre de rester souverains et d'assurer nos souverainetés. La France n'est pas assez forte pour se défendre toute seule. Néanmoins, l'Europe doit se concentrer sur les compétences qui nous semblent être essentielles, là où, clairement, elle a de la valeur ajoutée. À notre sens, elle doit se recentrer sur l'essentiel, en se concentrant sur quelques grands projets fédérateurs qui sont capables de rassembler nos États sur des missions qui sont importantes et qu'aucun ne pourrait assumer tout seul. Alors, nous allons formuler quelques propositions par rapport à cette souveraineté de notre pays dans le cadre européen, et notamment un élément qui nous semble essentiel, c'est la souveraineté technologique, où nous avons fait des propositions comme créer des pôles de recherche et de développement européens, d'investir au moins, on en parlait tout à l'heure, 3% du PIB dans la recherche, et enfin investir dans le domaine de l'intelligence artificielle qui sera indispensable à plus de 50% de l'économie de demain. Et cette intelligence artificielle, elle représente un enjeu stratégique tout autant d'ailleurs que la régulation des données, ces fameuses data qui sont amassées depuis notre continent avec la force et la participation volontaire ou involontaire d'ailleurs de chacun d'entre nous, et ce de manière totalement gratuite et qui sont livrées d'ailleurs gratuitement à nos concurrents principaux. L'Inde est en train de travailler sur ces sujets d'intelligence artificielle et nous, que faisons-nous et qu'allons-nous faire? Ça nous semble être un sujet important. Ensuite, pour assurer notre souveraineté industrielle, nous avons fait quelques propositions et notamment aussi de créer un Google européen, relocaliser la production d'un certain nombre de micro-composants, et je vais y revenir, puisque aujourd'hui, l'Europe, on l'a bien vu, est totalement dépendante d'acteurs qui sont étrangers. En termes de communication, 100% des parts de marché des systèmes d'exploitation mobile, les fameux OS, voilà, qui sont l'élément essentiel pour nous permettre de communiquer, sont détenus par des acteurs américains. Et nous devons disposer vite de notre propre OS qui soit installé sur des téléphones européens. Ce projet, faisons un petit retour en arrière, puisque à l'époque l'UDI avait voté pour d'ailleurs, en 2016, l'Assemblée nationale avait voté pour le lancement de ce projet. Et qu'en est-il devenu depuis? Rien. Nous n'avons pas avancé d'un iota. La France ne peut pas devenir une colonie numérique des GAFA. Ensuite, pour assurer notre souveraineté en matière de médicaments et de traitements, créer une agence européenne du médicament sur le modèle de la BARDA américain. Alors cette BARDA, vous le savez, ou en tout cas ce qu'on pourrait en faire à peu près d'équivalent, ce serait une agence qui serait chargée d'identifier les principes actifs dont la relocalisation de la production sur le sol européen est indispensable à notre autonomie. 70% de ces molécules, à la base de nombreux traitements, sont fabriquées en Asie ou aux États-Unis et qui créeraient des potentielles ruptures. Elle aurait aussi pour mission de fusionner les différentes agences européennes. Alors que proposons-nous et que proposez-vous, chère Valérie, par rapport à ces 3 sujets? Et je sais que Louis va certainement parler d'autres sujets qui sont plus peut-être sur le fonctionnement de l'Europe et vous poser des questions. Merci Charlotte d'avoir lancé cette opportunité pour Valérie Pécresse de répondre à nos questions, à celles que nous nous posons ici au Conseil national de l'UDI pour permettre de bâtir une alliance sur des données programmatiques et évidemment sur la question de l'Europe qui nous est particulièrement chère ici. Alors, d'abord, je voudrais dire à Valérie que je suis très heureux à nouveau d'avoir l'honneur de pouvoir l'auditionner. Je l'ai fait la fois précédente, le 15 novembre dernier, avec Brigitte Fourré à mes côtés. Et cette fois-ci, c'est avec Charlotte Libert-Banel. Et donc, je voudrais dire que c'est la représentation
d'une force territoriale que nous représentons, une force territoriale qui est la troisième force territoriale de notre pays. Je salue tous les élus qui sont ici représentatifs de cette force des territoires qu'incarne l'UDI sur l'ensemble de notre beau pays. Alors je voudrais aussi dire que nous sommes évidemment heureux, étant les héritiers d'une famille politique dont un président de la République a porté une femme, pour la première fois ministre de plein exercice, Simone Veil, qui a été présente à la fondation de l'UDI. Donc ce sont des occasions aussi de rappeler le rôle éminent des femmes dans notre vie politique, que je voulais saluer. Et puis enfin, je voudrais dire que l'UDI, dans le sigle UDI, il y a le I pour indépendance. Donc c'est évidemment toute indépendance que nous prendrons aujourd'hui notre position, mais aussi pour dire que nous sommes les héritiers des indépendants qui ont été un courant de pensée important dans notre vie politique, et y compris sur des thématiques où on ne les attend pas nécessairement, la thématique de l'ordre. Je voudrais signaler évidemment des personnalités importantes qui ont concouru aux majorités sous le président Pompidou, mais aussi sous le général de Gaulle. Je pense à Raymond Marcellin, à Michel Poniatowski, à Christian Bonnet, des grands ministres de l'Intérieur, donc qui sont aussi représentatifs de notre volonté d'être une force qui concourt à faire que la France soit une France forte dans une Europe puissance. Et c'est évidemment le but des questions complémentaires à celle de Charlotte, que je vais poser à mon tour, sur 3 enjeux. La question de la souveraineté de l'Europe sur le plan monétaire, elle a été évidemment mise en œuvre et réalisée grâce au couple franco-allemand, incarné par Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, qui ont permis de créer l'euro. Cet euro est aujourd'hui une monnaie qui assure sa souveraineté pour l'ensemble des économies de la zone euro. Et nous souhaitons mobiliser cette monnaie forte au service de l'épargne en faveur des projets environnementaux et européens. C'est notre proposition, la création d'un livret E, E comme Europe, comme écologie et comme environnement. Et nous voudrions savoir quel est le regard que la candidate porte sur cette proposition de créer un livret E qui draine l'épargne européenne en faveur de projets environnementaux sur l'ensemble du continent. C'est une proposition que nous avions portée avec Jean-Christophe Lagarde lors de la campagne des élections européennes. Et je sais que Christine Lagarde a un regard favorable sur une telle proposition. Mais nous sommes aussi les héritiers de ceux qui ont permis à la France de disposer d'une électricité décarbonée grâce au programme électronucléaire. Et nous demandons que l'Europe instaure une taxe sur le carbone ajouté aux frontières, afin ainsi de pénaliser les États en dehors de l'Europe, dont le mix énergétique est trop dépendant des énergies fossiles. Quel est le regard de la candidate à l'élection présidentielle sur cette proposition que nous voudrions voir mise en œuvre? Et enfin, nous estimons que l'Europe doit faire respecter le principe de réciprocité dans les échanges commerciaux, parce que nous sommes évidemment des Européens attentifs au progrès de la cause européenne, mais aussi aux insuffisances qui ont été constatées. Et nous proposons qu'il y ait un veto à tout accord commercial de libre-échange avec des États ne prenant pas en compte ni l'urgence climatique, ni les normes, qu'elles soient sanitaires, environnementales et agricoles. Nous savons que c'est un point sur lequel nous espérons voir l'Europe progresser pour mettre en œuvre ce principe de réciprocité. Es-tu, chère Valérie, en accord avec cette proposition? Alors merci à tous les deux. Alors vous savez qu'effectivement, mais vous n'y êtes pas revenus, et nous avons quelques divergences sur le projet européen. Vous avez une ambition beaucoup plus fédéraliste que moi, mais je suis une Européenne convaincue. Moi je crois, je suis patriote et européenne, je pense qu'il ne peut pas y avoir de France forte sans une Europe puissante. Donc, mis à part ces nuances, sur les questions très concrètes que vous m'avez posées, elles résonnent énormément en moi, notamment quand Charlotte parle de recherche, parce que j'ai été moi-même ministre de la Recherche, et j'ai essayé de développer, pendant la présidence française de l'Union européenne, sous Nicolas Sarkozy à l'époque, des coopérations renforcées en matière de recherche. Parce que la vérité, c'est que l'Europe a un potentiel de recherche supérieur à celui des États-Unis. Le problème, c'est que c'est un potentiel de recherche qui est fractionné entre tous les États européens. Et que beaucoup de nos travaux font doublon. Et qu'on ne mutualise pas les données, les résultats de nos recherches. Il y a encore beaucoup trop
de recherche en silo en Europe. Et j'étais très fière à l'époque, en 2008, d'avoir obtenu la première coopération renforcée en matière de recherche sur Alzheimer, qui a été un immense sujet d'urgence sociale et de santé européenne, bien sûr, mondiale, et sur lesquels on avait convaincu les États de faire ensemble. Donc je crois que tout ce que tu dis... Alors, ce qui est très, très décevant, c'est quand même à quel point, depuis cette présidence française de l'Union européenne de 2008, les résultats concrets en matière d'Europe de la recherche ont été faibles. J'avais d'ailleurs lancé à cette époque, avec Michel Barnier, la notion de brevet européen unique. Ça fait 10 ans que le brevet européen unique est sur la table, et on nous dit qu'il va enfin entrer en vigueur en 2022. Donc cette idée du brevet européen unique, qui évidemment simplifie la vie de tous les chercheurs et de tous les créateurs, eh bien, on a mis 10 ans, depuis que nous l'avons mis sur la table, à le porter pour le faire réussir. Donc on a une Europe qui parle beaucoup, mais une Europe qui a de la peine à avoir des vrais résultats concrets, notamment en matière de recherche. Donc moi, je suis tout à fait favorable, à la fois à ta proposition d'une grande agence de recherche européenne sur les sujets stratégiques. Tu as parlé des biotechnologies, des vaccins, c'est une évidence, mais on peut imaginer d'autres sujets stratégiques qui pourraient être confiés à cette agence. L'idée, c'est que ce soit de la recherche partenariale, publique-privée, et de la recherche inter-pays. Mais il faudra aussi vraiment veiller à ce que cette agence soit très peu bureaucratique. Parce que le vrai sujet de ces agences européennes, c'est que quelquefois, elles créent des complexités bureaucratiques excessives. Donc il faudra vraiment vérifier que ce soit des appels à projets qui seront simples, faciles d'accès, et pas avec 35 pages de règlement qui mettraient à bas ton objectif, qui est vraiment de faire s'allier les énergies. Voilà. Sur la souveraineté numérique, alors là aussi, je suis extrêmement choquée. Vous savez que le président de la République a renoncé à l'idée de cloud souverain au profit d'un cloud de confiance, mais dans lequel on fait confiance aux GAFAM. Et nous avons aujourd'hui un projet qui est complètement suspendu évidemment à l'élection présidentielle, qui est la question du Health Data Hub, en bon français dans le texte. Le Health Data Hub, c'est en fait le lieu où vont être stockées toutes les données de santé des Français, et qui est pour l'instant confié à Microsoft. Voilà. Alors devant le scandale que ça a suscité dans l'écosystème numérique européen et français, le gouvernement a pour l'instant suspendu ce projet de Health Data Hub, mais on voit bien qu'on a un gouvernement qui a quand même toujours la tentation de s'en remettre aux GAFAM. Dans les mots, on nous explique qu'on les arrête. Dans les faits, on leur donne ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire nos données de santé. Donc, il va falloir évidemment qu'on combatte ça. Moi, sur la souveraineté numérique, je défends l'idée de quotas européens, de commandes publiques aux fabricants européens de logiciels, de façon à ce qu'on puisse avoir vraiment utiliser la commande publique pour se protéger. Et d'une manière générale, moi je suis pour un Small Business Act, mais je sais que vous l'êtes aussi, un Small Business Act européen qui privilégie les entreprises européennes. Et ça va avec ta question, Louis, sur la taxe carbone. Ça va avec ta question sur la taxe carbone parce qu'en réalité, le local est beaucoup plus environnemental. Notre empreinte carbone, l'empreinte carbone des produits en France a baissé de 72% en 10 ans. Alors que l'empreinte carbone de nos importations a augmenté de 25% en 10 ans. Donc, plus on peut produire local, mieux c'est. Alors, je sais qu'il y a des controverses scientifiques sur cette question. Certains disent, mais non, le produit local peut être moins environnemental. Ouais, enfin bon, franchement, ne nous laissons pas démonter sur ce sujet. Il faut absolument qu'on ait une vraie taxe carbone aux frontières. Et de ce point de vue, franchement, il faut le dire encore une fois, c'est les Allemands qui ont gagné. Parce que c'est toujours les Allemands qui gagnent en Europe. Et la taxe carbone, parce que la France parle beaucoup, donne beaucoup de leçons, mais elle n'est pas suffisamment présente en Europe. Moi, je ferai revenir la France en Europe. Je la ferai revenir dans les bureaux. Je la ferai revenir au plus près de l'administration. Parce que le sujet, c'est notre influence. Et il suffit là encore pas de faire des beaux discours stratosphériques en fixant des caps qu'on n'arrivera pas à tenir. Il faut aller à l'intérieur. La taxe carbone, elle est dans tous les discours d'Emmanuel Macron. Mais ce qui était prévu, c'est qu'elle soit de 15 milliards d'euros.
et qu'elle finance le plan de relance. Et évidemment, sous la pression d'un certain nombre, y compris de nos alliés allemands, eh bien, ça s'est réduit à 800 millions d'euros de recettes. Donc vous comprenez bien qu'avec ça, ça veut dire que c'est encore le contribuable européen qui va financer le plan de relance et non pas la taxe carbone, mais surtout, ça veut dire qu'on n'est pas protégé. Le local, la production locale n'est pas suffisamment protégée. Donc oui à cette taxe carbone, oui à la réciprocité des échanges. Ça n'est plus possible. Vous avez lu les derniers rapports du Sénat, M. Marseille, Chambre de la sagesse, M. Lafont. Non, les derniers rapports du Sénat montrent qu'aujourd'hui, nous importons malheureusement 20% de nos produits d'alimentation en moyenne. Ça atteint 40% pour les fruits et légumes. Mais dans ces 20%, il y en a 25% qui ne respectent pas nos normes environnementales. Et bien évidemment, ils ne les respectent pas, mais on les consomme. Pourquoi les Français les consomment? Parce qu'ils sont moins chers. Quand vous ne respectez pas les normes environnementales, vous mettez plein d'intrants, ça coûte moins cher. C'est beaucoup moins, on a beaucoup plus de productivité quand on met des intrants. Hier, j'étais au Puy-en-Velay, vous le savez, la lentille du Puy est en péril. Et on importe des lentilles canadiennes au glyphosate. Et on a le droit de les commercialiser et on a le droit de les manger. Donc évidemment, c'est plus possible. Il faut des clauses miroirs, il faut la réciprocité. Il faut aussi la réciprocité dans les marchés publics. Parce que moi, c'est pas normal, quand j'ai lancé le plus grand appel d'offres européen, peut-être même mondial, de bus électriques en Ile-de-France, que j'ai eu des bus électriques chinois qui est candidaté, qui ne respectent aucune de nos normes RSE. Alors, j'ai appliqué les normes RSE, je les ai écartés, mais ils étaient moins chers. Et vous voyez le piège pour une collectivité qui serait moins riche et moins puissante que la région Île-de-France, c'est que le moins cher, on est quand même souvent tenté de l'acheter. Et notamment, les pays d'Europe de l'Est se retrouvent confrontés à cette problématique environnement ou coût. Voilà. Donc, on a besoin de réciprocité. Quand un marché public n'est pas ouvert aux entreprises européennes, ce qui est le cas de la Chine, eh bien, on ne peut pas avoir de candidats extra-européens. C'est une question de réciprocité. L'Europe doit se faire respecter. L'Europe ne doit pas être le ventre mou de la mondialisation. Nous, on doit être puissants et on doit vraiment pouvoir défendre nos industries et nos champions. Sur le livret E, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Le livret environnemental, c'est une idée que vous m'aviez proposée il y a quelques mois, à laquelle j'avais objectivement pas pensé. Mais j'avais pensé à une autre idée pour la France, qu'on peut combiner, qui serait le livret vert. Le livret vert, ce serait la fusion du livret développement durable et du livret A. Si on fusionne les ressources des deux, ça veut dire qu'on peut consacrer à la transition écologique, à des projets porteurs de transition écologique, les ressources, y compris du livret A. Et donc, ça ferait une vraie mobilisation de l'épargne des Français pour la transition écologique. Et ça, je crois que c'est très bien. En plus du livret E que tu proposes, cher Louis, qui me paraît être une excellente idée. Un tout petit mot sur l'énergie nucléaire, puisque tu en as parlé en passant. C'est pas normal que l'énergie nucléaire ne soit considérée. Alors, au départ, elle n'était pas du tout finançable dans le plan de relance, parce que la France ne l'avait pas défendue, alors que les Allemands, eux, ont défendu leur chaudière, leur centrale au gaz. Donc nous n'étions pas présents. In extremis, parce que l'opposition s'en est indignée, puisque l'énergie nucléaire est une énergie décarbonée et que les énergies fossiles ont les prix qui flambent au risque de compromettre et la transition écologique et le pouvoir d'achat. Donc nous avons tellement hurlé que le président de la République a fait in extremis un pas de côté et a réussi à faire inscrire le nucléaire, mais uniquement comme énergie de transition. Or, nous, la France, nous ne pouvons pas accepter que le nucléaire soit considéré uniquement comme une énergie de transition. Le nucléaire doit être une énergie à part entière de la stratégie zéro carbone 2050. Sinon, nous n'atteindrons pas le zéro carbone et nous ne sauverons pas la planète des émissions de gaz à effet de serre. Moi, mon engagement, c'est zéro carbone 2050. Et s'il doit y avoir un peu plus de nucléaire, eh bien, il faut le faire. Et les 50% de nucléaire dans l'électricité qui sont écrites dans la loi, pour moi, c'est pas un dogme. C'est pas un dogme. Si on peut faire plus de renouvelables, on en fera plus, mais c'est pas un dogme. D'autant plus que sur l'éolien, et je tiens à le dire ici devant vous tous centristes, moi je veux que l'installation de champs éoliens n'attaque pas nos paysages remarquables, ni nos zones de pêche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
L'éolien, c'est oui, mais c'est oui sous réserve de l'autorisation des populations locales et sous réserve des plans d'urbanisme. Et on reverra tous les projets qui ne font pas consensus aujourd'hui dans le pays. Pour terminer cet échange sur l'Europe, nous avons James Chiraud en duplex, qui a été votre vice-président chargé de l'Europe. Il a une question sur les 2 derniers mois de PFUE après le 24 avril. Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver depuis Montreux et ce chantier de construction d'une magnifique salle de spectacle, le Majestic, qui ouvrira ses portes en juin prochain. Chère Valérie, dans l'ADN de l'UDI, nous avons un chromosome dominant qui s'appelle l'Europe. Nous croyons que l'Europe est une communauté de destin et nous souhaitons réformer profondément l'Union européenne pour qu'elle réponde aux exigences d'aujourd'hui, par exemple en matière de protection de nos frontières extérieures et de nos libertés, de propulsion économique et de protection climatique, ou encore de reconstruction de nos souverainetés, notre souveraineté commune et nos souverainetés nationales. Pour atteindre ces objectifs, l'UDI appelle à une réforme profonde des institutions européennes, avec notamment une subsidiarité parfaitement assumée sur un nombre défini de sujets stratégiques opérationnels majeurs, la règle d'une majorité qualifiée sur ces sujets pour en finir avec les chantages d'État, ou encore l'élection du président et des membres de la Commission européenne par les députés européens. Les premières semaines de la présidence française du Conseil européen ne sont pas à la hauteur. L'Europe est absente des débats sur sa propre sécurité, totalement préemptée par la Russie et les États-Unis. Et le triste spectacle au Parlement européen cette semaine est une honte pour la France, qui devrait conduire le président et les orateurs français à s'excuser publiquement pour avoir pris l'enceinte de la démocratie européenne en otage afin de régler leurs comptes électoraux. Chère Valérie, du fond du cœur, je suis certain que nous souhaitons tous que tu sois élue présidente de la République. Madame Pécresse, élue présidente de la République française en avril prochain, j'ai une question pour vous. Quelles seront vos premières actions fortes et concrètes à la présidence du Conseil européen ? Alors c'est une question évidemment qui est extrêmement délicate parce que vous le comprenez, je crois que l'entrée en fonction de la future présidente de la République se fera début mai. Ça veut dire qu'il nous restera, je crois mi-mai même. Donc ça veut dire qu'il nous restera 6 semaines de présidence française de l'Union européenne. Et bien évidemment, dans ce qui se joue, c'est de ne pas reproduire le triste spectacle auquel on vient d'assister cette semaine. Il ne faut pas que nos partenaires européens, les États européens, aient le sentiment que le changement de présidence en France se traduit par l'irruption du débat national dans la politique européenne. Donc ça va être un message, le message que je porterai en mai, qui devra être totalement ciselé et réfléchi. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je crois que nous devrons, dans le cadre de cette prise de fonction, nous devrons réaffirmer un certain nombre de grands principes. Et James les a évoqués. D'abord, la sécurité à nos frontières. Voilà. Moi, je veux qu'on ait un pacte migratoire européen. Je n'imagine pas un seul instant la survie de Schengen sans une vraie aide à tous les États qui sont en première ligne migratoire et qui font face aujourd'hui, j'allais dire, au chantage migratoire d'un certain nombre des États, dont le seul but est de mettre l'Europe à genoux. Donc là-dessus, il faudra que nous soyons extrêmement fermes et que nous... Moi, j'ai proposé d'ailleurs qu'il puisse y avoir une alliance des pays de première ligne frontalière qui puissent obtenir davantage de moyens pour protéger leurs frontières, parce qu'elles le font en notre nom à tous. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie, la Pologne. Donc ça, première chose, l'immigration. Deuxième chose, évidemment, ce sera de reprendre la taxe carbone. Je veux dire, cette taxe carbone, c'est un tout petit début, premier pas, mais il faut absolument la porter à sa juste ampleur. La stratégie énergétique de l'Europe, pareil. L'ambition écologique que nous devons porter doit être manifeste. Alors, ça ne se conclura peut-être pas dans les 6 dernières semaines de la présidence européenne, mais ça doit être quelque chose que nous portons dans le débat. De même, je ne suis pas complètement convaincue par le projet de la ferme à la fourchette que le président de la République a accepté.
et qui conduit à la décroissance agricole de l'Europe. Vous le savez, l'impact de ce projet, sous prétexte de protéger la nature, conduit à 12% de production agricole en moins en Europe, 16% de revenus en moins pour nos agriculteurs et 17% de hausse des prix des produits alimentaires. Moi, je crois que ça va à contresens des exigences, justement, des populations. Le réchauffement climatique va se traduire par des famines de plus en plus nombreuses dans de plus en plus de pays, et notamment en Afrique. Et comme vous, je crois que le destin de la France et de l'Europe et celui de l'Afrique sont totalement liés. Et je veux un plan Marshall pour l'Afrique et son développement, un plan Marshall européen. Et je veux aussi réorienter l'ensemble de la politique de développement française. C'est inacceptable que seulement 40% des fonds de l'Agence française de développement aillent au développement de l'Afrique. Donc il faut reprendre, il faut une ligne directrice politique autour de ce co-développement. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on continue de produire en France et en Europe des bons produits alimentaires avec des normes environnementales qui sont parmi les meilleures du monde et qu'on produise plus et mieux, pas qu'on produise moins. Et il faut qu'on produise local, là encore pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons de souveraineté. Vous avez raison, vous avez les deux mots, écologie, souveraineté, c'est le cœur de notre projet européen. On ne peut pas aujourd'hui ne pas être souverain en matière agricole. Pour la première fois depuis 1945, notre balance commerciale agricole est déficitaire. On ne nourrit plus les Français et on n'exporte pas assez, si on enlève évidemment les vins et les spiritueux. Donc le sujet aujourd'hui, il est clair pour moi. Je veux qu'on revienne sur ce projet. Je veux aujourd'hui qu'on organise un vrai sursaut alimentaire européen. Voilà quelques-unes des pistes que je voulais développer auprès de vous. Mais je crois qu'il faudra les dire et les affirmer sans pour autant, évidemment, détricoter les acquis qui auront pu être atteints par la présidence française. Je crains qu'ils soient très faibles, notamment en matière de défense, où on entend beaucoup de choses se dire, mais aucune se faire. Et donc, on aura aussi une question sur la défense européenne. Moi, je pense que l'autonomie stratégique européenne est indispensable, notamment face au combat contre l'islamisme, qui est un combat qui doit réunir tous les pays européens. Et ce combat, il se mène, y compris sur le terrain en Afrique. Mais on le voit bien aujourd'hui, on a beaucoup de mal à mobiliser l'Europe pour faire des opérations conjointes. Et on a de plus en plus de mal. Donc, au grand concept succèdent des tout petits actes. Et finalement, c'est assez à l'image d'Emmanuel Macron, et je pense que c'est pour cela que vous m'accorderez peut-être votre soutien tout à l'heure, c'est que finalement, on a eu un quinquennat pour presque rien. Et on avait un président qui a essayé d'installer l'idée qu'il était seul face aux extrémismes. C'est ça qu'il a essayé d'installer. Et en réalité, on se rend compte que non. Entre l'immobilisme et l'extrémisme, il y a la place pour une troisième voie. Et c'est ce chemin-là que je vous invite à emprunter, le chemin d'une droite et d'un centre républicain. Merci.